Désolée, on a été un peu long en fait. Hein. Il est 17h. Non, merci beaucoup, Elena. Merci beaucoup. Donc, merci vraiment beaucoup pour cette topo, donc Elena et Dr Zardazi. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup apprécié effectivement c'est vraiment des situations extrêmement complexes à prendre en charge. Et là, vous nous donnez vraiment quelques clés, je pense, qui vont aussi pouvoir nous aider et nous orienter en pratique. Je pense que là, vraiment, c'est la place pour les questions. N'hésitez pas à intervenir. Alors, on a quelques remarques déjà dans le chat. Je ne sais pas si Oui, quelques personnes veulent également intervenir. Sinon, je parle effectivement, je prends la parole pour parler sur la question donc, du docteur Marchais. Alors, pour le questionnaire, c'est ça. Alors, en fait, le questionnaire, elle a dit, va compléter si ce n'est pas suffisant. Le questionnaire, on est en train de le fabriquer. Ce n'est pas un questionnaire standard de la littérature. On est en train de le fabriquer pour essayer de faire un dépistage du trouble de l'usage des paliers 2 et des paliers 3 chez les patients de drépano. Et l'idée qu'on avait, c'était un peu de le diffuser à tous les drépanocytologues après pour faire un peu un état des lieux. Mais il est en cours d'élaboration, ce questionnaire. Très bien. Elle a dit, est-ce que tu pourrais remettre la diapo de biblio, s'il te plaît? Merci. Il y avait une autre question juste avant qui était également, chez les drépano, les opiacés sont prescrits au début en cas de douleur, avec une prise non continue, arrêt puis reprise. Et est-ce que ça peut faciliter, expliquer la fréquence de l'addiction chez les drépano? En fait, ce qu'on remarque, c'est que pardon, je remets la biblio. Il y a une règle très simple en fait, c'est que plus vous êtes exposé à un produit, plus vous avez de risques de développer une addiction. Ça, c'est une règle. Mais d'un autre côté, si vous exposez tout le monde à un produit, ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir addict. Ce qu'on sait avec les opiacés de façon générale, en population générale, c'est qu'on a, dans le domaine de l'animaux, ça a été très bien montré, c'est que vous avez environ, si vous exposez 100 personnes, vous avez environ 10% de ces sujets-là qui vont développer une dépendance aux opiacés. Maintenant, ce qu'on remarque, les études, ce que laissent penser les études, c'est que cette fréquence est plus élevée chez les patients drépanocytaires. Maintenant, est-ce que du faire, c'est-à-dire cette prescription en start and stop de codéine peut favoriser l'addiction? Si on respecte les guidelines, ça pourrait plutôt avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que si vous respectez des durées de prescription et que vous surveillez que le patient ait sa codéine pendant une certaine durée et qu'il n'ait pas sa codéine tout le temps, ça peut être une façon de prévenir plutôt l'addiction. Et c'est à peu près ce qu'on recommande aussi avec d'autres médicaments addictifs tels que les benzodiazépines, où on limite, en général, quand vous lisez les AMM des benzos, on dit il faut limiter la prescription à 8 à 12 semaines maximum, en continu. Donc, ce genre de guidelines devrait aussi s'appliquer pour les codéines. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Est-ce que je peux intervenir? Elisabeth Collin, je suis arrivée un petit peu en cours, je suis médecin de la douleur à Avicenne. C'est moi qui ai un petit peu répondu au chat, parce que c'est vrai que malgré tout, ce n'est pas tant le stop and go quand on a un opioïde qui est adapté à la douleur. Je pense qu'effectivement, vous avez complètement raison, ça va bien, mais c'est souvent des toutes petites doses et des toutes petites doses IV. Et ça, c'est plutôt des modèles qui peuvent, à mon avis, permettre l'addiction. Mais j'aimerais favoriser, entre autres, parce que l'addiction n'est pas uniquement une problématique de produit, ça a été bien dit au début, c'est aussi une problématique sociétale, environnementale, sociale, etc., et psychologique. Je suis quand même un peu étonnée qu'on ne parle pas de la prise en charge plus fine de la douleur. Parce que si on veut améliorer, ça a été un peu dit au début, la prise en charge des patients drépanocytaires, c'est sûr que ça doit être important d'avoir une très bonne évaluation de la douleur et probablement pas être tout morphine, comme ça a été dit. Excusez-moi, et qu'il
il y a des questions d'éducation thérapeutique, de prise en charge non pharmacologique, de prise en charge psychologique, etc., qui doivent être quand même abordées. Et en plus, il existe souvent des douleurs qui sont de l'ordre du neuropathique et probablement pas sensible uniquement qu'aux opiacés. Alors oui, bien sûr. En fait, c'était pas le sujet du topo de la prise en charge de la douleur chez le drépano, mais c'est ce que j'ai voulu ébaucher quand j'ai parlé de la littérature et tout ça, parce qu'effectivement, et nous, c'est la réflexion qu'on a avec Anoucha Habibi, avec qui on passe dans les étages à Mondor, parce qu'elle a fait la capacité douleur, donc pour essayer d'affiner plus notre traitement antidouleur. Effectivement, c'est sûr que pour commencer, il faudrait probablement qu'on revoie notre stratégie de prise en charge de la CVO, parce que là, rapidement, les patients sont sous morphine, alors qu'il y en a peut-être qui n'en auront pas besoin, qui auront besoin d'autres types de traitements antidouleurs, notamment antidouleurs neuropathiques dont vous parliez là à l'instant. Ça, c'est sûr. Après, ce n'était pas le sujet du topo, donc c'est vrai que je ne me suis pas attardée là-dessus, mais à l'origine de l'addiction, il y a la prescription de médicaments, et ça, c'est certain. Et que même si on a en nous un potentiel à être addict ou pas, et on est différents les uns les autres, c'est sûr que si on n'a pas de médicaments, si on n'a pas de substances psychoactives ou de sujets d'addiction, effectivement, ça ne nous arrivera pas. Mais bon, comme ce n'était pas le sujet, je ne me suis pas étendue, mais je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas le sujet, mais je pense quand même la prévention de l'addiction, la prise en charge de la douleur en fait partie. Non, mais évidemment, ce que je veux dire, c'est pas le sujet de topo et que sinon ça aurait pris tout le topo. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de la littérature et de la prise en charge des opiacés, enfin, de l'administration des opiacés et des guidelines et de tous ces articles qui parlent de la prise en compte des affects, du lien aux soignants. C'était comment dire, c'était mon moyen de dire que c'était ça le plus important. Mais en fait, sinon ça aurait pris tout le topo. En plus, je suis pas compétente, mais du tout. Donc voilà. Caroline Makowski, excusez-moi, juste une petite remarque pour aller dans le sens du docteur Collin. Je trouve que ça soulève aussi la question de la prise en charge préventive des crises vaso-occlusives et éventuellement de grands axes de l'usage des traitements de fond. Je mets en opposition l'usage anglo-saxon de la dose maximum tolérée d'hydroxycarbamide versus la dose plutôt francophone de la dose minimale efficace, pour grossir un peu le trait. Mais c'est vrai que ces questions de dépendance soulèvent aussi la prise en charge globale du patient. C'est compliqué de limiter la prescription si on ne peut pas assurer le zéro crise dans la vie quotidienne, quoi. Oui, après, c'est une question de prise en charge globale des drépano et de toute façon, l'objectif zéro crise, il est très difficile. Et là aussi, on a tout un arsenal thérapeutique qui n'était pas le sujet là, mais de toute façon, on est face à… C'est ça le problème de cette maladie, parce que le caractère inopiné de ces crises, difficilement prévisible, puisqu'on ne connaît pas les facteurs prédictifs, en fait, vraiment. On connaît les facteurs déclenchants, mais on ne sait pas quel patient va faire plus de crises ou pas, enfin, difficilement. Donc, c'est c'est très compliqué, ça. C'est très compliqué. Mais peut-être qu'affiner la prise en charge de la douleur, de la crise, effectivement, est une des solutions pour limiter les addictions. Ouais. Après, on est comme on est. Je veux dire, si on est addict à quelque chose, on peut être addict à d'autres choses aussi. C'est ça le problème. J'avais une question pour le côté pédiatrie. Merci beaucoup pour cette présentation, parce que du coup, il faut peut-être que nous, les pédiatres, on prépare le terrain, pour que ça se fasse mieux pour après. À quel âge à peu près, en général, vos patients disent débuter leur consommation problématique dentalgique? À peu près, quand nous les pédiatres ont une idée, parce que alors, vraiment, nous, on n'a pas du tout, ou alors on est vraiment très dupes, mais cette problématique de mésusage aussi important, mais peut-être qu'on manque quelque chose ou qu'on loupe quelque chose, c'est possible. Autant peut maintenant, il y a une publication intéressante en 2019 qui essaie de repérer à l'âge pédiatrique les patients qu'Elena évoquait, c'est-à-dire qui a une espèce de catastrophisme et qui vont devenir probablement des douleurs chroniques qu'il faudra probablement anticiper. Mais du coup, voilà. Mais nous, est-ce que c'est des jeunes gens? Est-ce que c'est des vieux gens? Est-ce que c'est des… C'est les deux. En fait, moi, j'ai eu une patiente tout à l'heure en consulte là et qui prend, elle, maintenant 3 codines par jour, mais elle en a pris pendant longtemps beaucoup plus pour des douleurs lombaires, dit-elle. Mais bon, voilà. Et je lui dis, mais depuis quand vous prenez la codine? Elle me dit, mais depuis qu'on me l'a prescrite. Voilà.
CQFD. En fait, je pense que, je pense, et moi j'essaye maintenant en vrai de limiter la prescription de codéine sur les ordonnances standards des patients. Non pas que, voilà, mais pas les patients qui font des crises régulièrement, mais ceux qui ne sont pas douloureux et qui ne font pas de crise, les quelques patients de drépano, tout ça, je ne mets plus de codéine sur l'ordonnance. C'est vrai que nous, on prend l'habitude en général. Enfin, c'est de la faute à personne, j'en prescris tout le temps. Hein. C'est pas ça, hein, Corinne, évidemment. Mais... J'essaie de répondre à la question, de compléter la réponse pour la question du docteur Guitan. Votre question concerne un peu les âges de début. C'est ça. En fait, quand on parle d'âge de début, les âges de début de quoi déjà? C'est-à-dire des âges de début d'exposition à la codéine, des âges de début d'installation du trouble lié de l'usage. En fait, il y a plusieurs âges de début, on va dire. Si on s'intéresse particulièrement aux âges de début, à ces deux âges de début, que sont donc les premières prescriptions, en général, les premières prescriptions, les patients ne se rappellent pas très bien parce qu'ils disent parfois, si les premières prescriptions, je dirais en général, c'est vers la quinzaine à peu près, de codéine. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, ils développent déjà un trouble lié de l'usage de substance. Maintenant, si je dois parler d'un âge de début d'installation de la dépendance, ça c'est un peu plus complexe parce que je ne sais pas si parler d'âge de début est quelque chose, parce que souvent ce que je retrouve moi quand j'essaie de retracer les choses rétrospectivement, c'est que ça coïncide avec une complication grave. En général, la plupart du temps, même si ce n'est pas quelque chose que je retrouve tout le temps, mais la plupart du temps, quand je leur pose la question à partir de quand vous avez commencé à accélérer votre prise de codéine, ils mettent en avant une complication grave, que ça peut être un passage en réa ou autre. Une complication grave aussi dans le sens qui est très douloureuse, par exemple, je pense particulièrement aux ostéonécroses. Mais si je devais à peu près situer un âge, en général, c'est vers la vingtaine à peu près. Donc à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on a. Enfin, moi, j'ai pris l'habitude de poser 2 questions en consultation. C'est est-ce que tu as eu des douleurs depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Voilà. Et même s'ils me répondent non, je leur demande toujours est-ce que tu as quand même pris des traitements antalgiques? Parce que c'est 2 questions différentes. Et c'est vrai que parfois, j'étais surprise que certains aient répondu oui. Et après, du coup, on discute du pourquoi, j'ai peur que la crise arrive parce que j'ai le contrôle de maths, ou je passe le brevet, ou enfin bon. Mais effectivement, c'est vrai que voilà, en vieillissant, voilà, et c'est vrai que voilà, j'ai commencé à avoir certains patients, voilà, qui en plus je dis non, j'ai pas eu de douleur, ça allait très bien, mais effectivement, est-ce que tu as fait des traitements antalgiques? Et c'était plutôt oui. Et quand je me demande pourquoi, c'est vrai qu'il y a le côté, effectivement, ça facilite effectivement le sommeil, parce que finalement, souvent, ils ont quand même des. Alors, tous les adolescents dorment mal, hein, c'est comme ça, hein, mais du coup, eux, ils ont aperçu qu'effectivement, voilà, c'était plus simple de dormir après, effectivement, certains antalgiques et tout ça. Et donc, du coup, de reprendre, effectivement, qu'un traitement antalgique, c'est contre la douleur et c'est pas pour le confort ou le sommeil et tout ça. Ça leur permet, effectivement, de clarifier, effectivement, la prescription et les indications de cette prescription. Donc, mais peut-être qu'il faut qu'on soit plus vigilant en pédiatrie, mais bon, on a l'impression que c'est une fois... Enfin, bon. Non, mais ce que vous dites, le docteur Guitan, c'est que poser la question des effets recherchés avec la codéine est une chose très importante, parce que paradoxalement, les effets recherchés, ce n'est pas un concept qui entre dans la définition des troubles liés à l'usage d'un produit, alors que c'est quelque chose qui est assez particulier dans les addictions médicamenteuses. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je trouve que dans le cadre d'évaluation systématisée des troubles liés, des conduites addictives et du misusage, les critères DSM qu'on utilise le plus souvent en addictologie ne suffisent pas eux seuls. Il faut, dans le cas de la codéine, les compléter par le POMI parce qu'il y a d'autres dimensions que n'évaluent pas les critères DSM, et notamment les effets recherchés. Quand on s'intéresse aux effets recherchés, qu'on leur pose la question « Qu'est-ce que vous recherchez comme effet dans la prise de codéine ?» Il y a justement les effets anxiolytiques tels que vous les décrivez, les effets hypnotiques aussi, donc, que vous décrivez aussi, mais aussi un autre effet qui est assez régulièrement trouvé, c'est un effet préventif de la douleur. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'anticipation de la douleur, et ça, j'imagine que vous le retrouvez assez souvent. En gros, ils vous disent « j'ai pris de la codéine parce que je sais que j'ai un truc à faire, que je ne veux pas avoir mal tout à l'heure ». Alors que il n'y a pas de raison de penser qu'ils vont faire de CVO ou quoi que ce soit.
Mais cet effet d'anticipation de la douleur était quelque chose que je retrouve assez régulièrement chez les patients drépanocytaires. Alors, il y a plusieurs questions sur le chat que je vais vous lire. Donc, autour de cette question justement de la pédiatrie, etc., il y a plusieurs questions sur l'ETP. Donc, de savoir effectivement s'il peut y avoir, pour essayer de prévenir cette dépendance secondaire dont tu parles, Corinne, chez les adultes, ensuite chez l'adulte, est-ce qu'on peut envisager des programmes d'ETP pour la gestion de la douleur? Il y a Dora Bachir également qui nous parle d'ETP, qui nous demande qu'est-ce qui se fait en ETP cette fois-ci dans les unités d'addictologie? Est-ce qu'il existe des programmes collectifs, individuels? Alors je lis comment nous pouvons, nous qui pratiquons l'ETP pour les drépanocytaires adultes, être complémentaires. Nous n'abordons pas spécifiquement la consommation d'antalgiques dans les entretiens d'ETP individuels de bilan éducatif partagé. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ces programmes d'ETP? En addictologie? Bon. Oui, et en général, est-ce que ça peut aider? Est-ce qu'en prenant chez les plus jeunes également, on charge un petit peu plus vite cette notion? Si j'ai une vision globale de ce qui se fait en addictologie, il faut savoir qu'en addictologie, les dépendances aux opiacés, ce n'est pas le plus gros de notre travail. C'est-à-dire quand on est de point de vue addictologique, le plus gros de notre travail, c'est plutôt alcool. Et donc, la majorité des consultations d'addictologie, leur plus grosse activité concerne plutôt l'alcool. Quand on s'intéresse, par exemple, dans notre unité d'addictologie, je suis le seul à faire de la dépendance aux opiacés, spécialement chez les patients drépanocytaires, parce que comparé à notre file active, les drépanocytaires ne constituent pas énormément c'est pas une population importante de notre point de vue à nous, c'est-à-dire quand on se place à l'échelle d'une unité d'addictologie. Et donc, nous, on a la chance d'être adossé à un centre de référence national, donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse particulièrement. Maintenant, on ne fait pas spécialement pour les patients drépanocytaires des séances de TP. Parce que déjà, vous avez vu le nombre de patients qu'on suit, il y en a que 8. C'est-à-dire que si on doit faire des séances d'éducation, ce ne sera qu'une seule fois. Hein, c'est-à-dire, donc voilà. C'est pas quelque chose qu'on a développé, probablement parce qu'on n'a pas aussi notre fil actif de drépanocytaire, il n'est pas énorme finalement. Ouais, peut-être ce serait finalement à prendre plutôt du côté drépanocytologue, de faire à ce moment-là des choses de TP un peu plus sur la douleur, comme le dit Elisabeth, sur effectivement c'est de prévenir un petit peu les choses en parlant et en formant un petit peu le patient à ces problématiques. Il y a une autre question qui a été posée également. Oui, pardon, oui. Excusez-moi, je voudrais juste intervenir. Je suis Anne-Marie Simon-Poli, je suis médecin, l'équipe de liaison en addictologie à Louis Mourier. Et j'étais amenée à suivre des patients drépanocytaires jeunes d'ailleurs, qui avaient des problèmes d'addiction. Et donc, il y a deux remarques. Je pense qu'une de nos difficultés, c'est pour ça que j'ai posé la question aussi de l'ETP douleur chez les plus jeunes, c'est que moi j'ai remarqué, en tout cas pour les patients que j'ai suivis, qu'il y avait quand même une grosse difficulté pour eux à faire la différence entre souffrance psychique et souffrance physique. Et que souvent, la codéine, ça permettait aussi, surtout au moment de l'adolescence, des conflits avec les parents, etc., d'apaiser un certain nombre de difficultés, le fait aussi d'être particulier par rapport à leurs amis, etc., le vécu de la maladie, en tout cas, pouvait être apaisé par la codéine. Donc, je pense que cette dimension-là, il me semble qu'on la sous-estime dans les prises en charge et qu'il faudrait pouvoir avoir, si c'est des outils, en tout cas un regard un peu plus particulier sur cet aspect-là des choses au moment de l'adolescence en particulier. Et puis d'autre part, pour ce qui est de l'ETP en addictologie, nous on essaye de le développer. Il se trouve que moi je m'occupe beaucoup
plus de l'aspect opiacé, substance illicite que de l'alcool. Donc, on a une infirmière de l'équipe de liaison qui a fait une formation en ETP et on essaye de le développer. Mais toute la difficulté, c'est que les patients reviennent nous voir. Et avec les patients drépanocytaires, c'est quand même un petit peu compliqué, comme ce que disait le docteur Zerdazi, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à revenir en consultation, souvent en plus de leur consultation pour la drépanocytose. Et même si on essaye parfois avec le docteur Affo de coupler des consultations, ce n'est pas toujours facile pour eux d'aborder ce sujet et d'accepter l'éducation thérapeutique. Et enfin, moi, j'ai fait une remarque sur les prescriptions hors hospitalières, extra-hospitalières. Elles sont quand même nombreuses. Elles sont quand même la source souvent de ces problèmes d'addiction, avec des médecins de ville qui sont sensibilisés à la drépanocytose, à la douleur de la drépanocytose, et qui ont vite fait, chez un jeune homme ou une jeune femme qui vient les voir, de prescrire de la codéine quand ils viennent dire qu'ils ont mal, sans forcément essayer d'évaluer justement où est la souffrance. Et je pense que ça, c'est vraiment problématique et ça entretient beaucoup les choses. Voilà. Oui, je pense que tu as raison, Anne-Marie, en tout cas pour ce qui est de la souffrance, mais ça met justement vraiment en exergue le fait que peut-être il faudrait quand même faire appel avec les équipes douleurs qui s'occupent de drépanocytose. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça vaudrait le coup quand même de réfléchir à travailler ensemble et de mettre au point des modules d'éducation thérapeutique sur la douleur. C'est vrai que l'adolescence, on le sait tous, hein, c'est la période cruciale quand même, et que les opioïdes ont une action bien sûr à la fois antidouleur, mais aussi sur le psy. Ça, c'est clair. Les sociétés quand même de la douleur ont quand même pas mal travaillé sur le développement d'addiction parce qu'on est quand même très, très prudent et on sait ce qui se passe en Amérique du Nord d'une manière générale. On aurait quand même intérêt à réfléchir ensemble, peut-être à faire tourner des programmes. Je sais que les équipes peut-être de Bicêtre ou peut-être de Créteil travaillent avec les équipes de Drépano, c'est une interrogation. Hein. Mais ça vaudrait le coup d'y réfléchir en tout cas, parce qu'on a tous des moyens limités, c'est vrai, mais ça vaudrait le coup d'y réfléchir. Justement, comme le disait tout à l'heure Elena, et pour un peu rebondir ce que vous dites, c'est qu'effectivement, travailler ensemble, c'est très important. Et nous, dans notre vision qu'on essaye de mettre en place pour améliorer la prise en charge des drépano, c'est qu'il y a une chose toute simple, c'est que ce qu'on n'a pas de chiffre de prévalence sur l'étendue des troubles liés à l'usage de codéine et d'opiacés chez nos patients. Et du coup, la première étape qu'on est en train de faire, ce que vous disiez tout à l'heure, Elena, avec le questionnaire qu'on est en train de développer, c'est d'essayer de pouvoir repérer, avoir une idée un peu sur la prévalence, parce que les seuls chiffres qu'on a, c'est des chiffres américains. On ne sait pas ce que ça vaut dans notre population. Donc, la première chose qu'on essaie de faire, c'est vraiment déjà évaluer et repérer. Et ensuite, essayer de mettre tout ça. Et donc, dans cette optique-là, on sollicite énormément votre aide pour on sollicite l'aide de tout le monde pour y arriver. J'en doute pas, mais peut-être que sur ce questionnaire-là, on pourrait aussi mettre quelques questions sur la douleur. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des causes d'addiction un peu. Hein. Et que pensez-vous? Il y a aussi une question dans le chat qui pense. On a parlé effectivement chez l'adolescent de ces problèmes de souffrance psychologique. Et il y a aussi une autre thématique qu'on n'a pas abordée, qui est la dimension anthropologique et culturelle de la maladie également qui peut jouer. C'est une question, je pense, d'Avicenne, avec une utilisation sur la méthodologie, enfin une utilisation de la méthodologie complémentariste. Effectivement, cette dimension-là, vous la prenez aussi en compte. C'est quelque chose sur lequel, qui peut être problématique et importante. Personnellement, chez les patients que j'ai eu à prendre en charge pour ça, j'ai pas abordé trop cette dimension, peut-être parce que je la connais pas et que je maîtrise pas aussi.
Mais moi, dans ma pratique, c'est pas des méthodes que j'aborde, ni cette dimension culturelle, je l'aborde pas souvent avec les patients drépanocytaires. Du moins, dans les consultations, je crois que je ne l'ai jamais abordé. Et nous non plus, c'est vrai que c'est toujours un peu, enfin, ça plane toujours un peu, mais c'est vrai qu'on n'a jamais, moi, j'ai pas abordé avec les patients directement cette dimension-là dans la prise en charge de la douleur, mais c'est évidemment quelque chose qui est à prendre en compte. Mais là aussi, c'est des pratiques à changer, je pense, mais aussi dans l'initiation des prescriptions et dans la prise en charge globale. Mais c'est vrai qu'on le fait pas spontanément, je crois pas assez. Il y avait une autre question sur le méopa. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement pose problème. Et on a effectivement aussi des troubles de l'usage sur le méopa. Qu'est-ce que vous en pensez? D'un point de vue, oui, on limite, enfin, on administre pas de méopa aux patients dans les crises vaso-occlusives, en tout cas à Henri Mondor. On le déconseille dans les recommandations parce que justement à cause du potentiel addictogène et des effets secondaires neurologiques. C'est vrai qu'en pédiatrie, on le fait plus parce qu'il y a moins de, enfin, les effets secondaires, ils ont été rapportés chez les adultes, hein, donc voilà. Et c'est vrai que c'est pas facile pour les enfants qui passent chez nous de plus avoir de méopa du jour au lendemain. Ça, c'est une question éternelle. Mais après, comme c'est quelque chose qui n'est pas disponible facilement, enfin c'est la nouvelle drogue, hein, je veux dire, c'est les capsules là maintenant, les mômes, Il y a la ils crème prennent ça, chantilly. les ados là, c'est la nouvelle drogue en vogue, mais sinon c'est vrai qu'ils en ont pas en général, donc le méopa ça pose problème à l'hôpital, hein, essentiellement, quoi, et pas tellement en ville, encore que je vous dis ça, mais oui, c'est une drogue émergente, mais ça, elle a dit, pourra en dire plus, ouais. Moi, j'en vois pas souvent des éditions homéopathes. Peut-être aussi parce que les populations qu'on voit sont aussi un peu âgées, c'est-à-dire que peut-être à cause de ça, mais en tout cas, moi, j'en vois pas beaucoup. On a quand même un certain nombre de patients, hein, mais effectivement plus jeunes, hein, qui passent régulièrement aux urgences. Alors moins qu'avant, sûrement, suite à, je pense, à tout un travail de fond qui a été mené, mais on a quand même encore quelques patients qui viennent aux urgences avec clairement, je pense, un effet d'addiction et de sevrage. On ne les voit plus beaucoup, mais on en a quand même quelques-uns. Ouais. Alors, pour répondre pour la partie pédiatrique, parce que nous, on est des très grands prescripteurs de méopa, c'est vrai. Alors, il y a deux choses. Il y a dans le cadre de l'équipe de l'enquête FEDRE qui essaie d'explorer cette addiction au méopa en pédiatrie aux adultes. Alors, j'ai vu les résultats pour la pédiatrie, je n'ai pas vu les résultats pour les adultes. En tout cas, pour la pédiatrie, il n'y avait pas de consommation problématique du méopa en pédiatrie, même si effectivement, ils sont extrêmement demandeurs. Mais, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais le concept de pseudo-addiction prend un peu son sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas de patients pédiatriques non douloureux qui demandent du méopa. Les consommations itératives, incessantes, répétées, où ils deviennent absolument dingues, où ils se déperfusent parfois pour pouvoir effectivement être repiqués sous méopa, ça survient dans un contexte de CVO qui est un drame, et quand ils vont mieux, les patients ne reviennent pas aux urgences quand ils ne sont pas douloureux pour avoir du méopa. Enfin, donc voilà. Et moi, je serais patient, je connaîtrais un médicament qui me soulage extrêmement vite et très rapidement, je pense que je serais un peu bête de ne pas le demander. Enfin, pour être tout à fait honnête. Enfin, je veux dire vraiment, hein, douillette comme je suis, je vous le dis, hein, je serais infernale. Oui. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai, mais ceci dit, je pense que nous, les pédiatres, maintenant, on leur apprend à dire que c'est un médicament qui a une durée maximum qu'on ne peut pas, il y a une dose maximum qu'on ne dépassera pas et qu'on ne fera pas plus de temps et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de mieux encadrer effectivement cette administration de méopa, hein, en étant effectivement pour éviter, et on les prévient maintenant effectivement que c'est un médicament, en tout cas qu'on utilise peu en secteur adulte et que c'est comme ça. Donc voilà, parce que la prise en charge des adultes change et tout ça, et donc voilà, je ne suis pas forcément d'accord, mais je leur dis que c'est comme ça. Donc voilà. Parce qu'on a très peur effectivement des addictions au méopa, mais comme de la morphine, mais ça parviendra à personne l'idée d'arrêter de prescrire des morphiniques chez les patients drépanocytaires parce qu'on a peur qu'ils deviennent addicts. Donc, ouais, nous, on fait pour le méopa, ça ne nous viendra pas l'idée d'arrêter le méopa parce qu'on pense qu'il y en a quelques-uns qui vont devenir addicts. Parce que quand même, ça... Oui, parce qu'encore une fois, effectivement... Mais, il ne faut pas confondre quand même la crème chantilly, Sylvain, et le méopa.
C'était une blague. Oui, moi, je sais bien, mais non, mais parce que tu as raison, il y a eu quatre personnes, 4 jeunes hospitalisés en neurologie là, à Vicenne avec des myélites graves. Oui, Donc, non, moi ce que je il ne faut voulais pas dire, c'est confondre que les deux problématiques quand même. Non, alors, des patients, par contre, Corinne, nous sincèrement, nous on en a vu, je dis que c'était rare, mais d'authentiques patients qui passent aux urgences, qui font toutes les urgences les unes après les autres, qui ont des scléroses combinées de la moelle, avec des carences en vitamine B12 profondes, on en a vu 2 ou 3. Je dis pas beaucoup, je dis qu'on en a vu 2 ou 3, mais ils existent. Maintenant, beaucoup moins qu'à la morphine, de façon très claire, ou à la codéine, on est bien d'accord. Et nous, pour te dire, nous, on utilise en fait le Méopa à l'arrivée pour la pose de voie veineuse, puis ensuite, on ne l'utilise plus pour la CVO en elle-même, mais on va l'utiliser initialement. Voilà. Oui, non, mais il y a aussi quelques rares publications pédiatriques. Je crois qu'il y en avait 2 dans la littérature des complications de neurologie graves chez des patients. Ce n'est pas des drépanocytaires. Il y a un drépanocytaire et puis un autre patient hémophilique où effectivement il y a des complications. Mais nous, en pédiatrie, il faut qu'on leur rappelle que c'est un médicament qui est une dose max comme la Doliprane, comme l'ibuprofène, comme la morphine et que ça doit être une prescription effectivement. Et on l'utilise plus souvent pour les voies d'abord ou les gestes invasifs. Ou alors par exemple pour passer un cap, le temps effectivement de tout préparer, la PCA, tout ça qui prend quand même un temps incompressible. Donc voilà, mais c'est effectivement, il faut qu'on retravaille ça. Mais voilà, nous en tout cas pour l'instant en pédiatrie, on n'a pas vu, même chez les adolescents, c'est souvent ceux les plus malades qui viennent quand même effectivement et qui sont des douloureux. Il faut repenser leur prise en charge globale d'intensification thérapeutique de la drépanocytose pour effectivement limiter le maximum de crise et tout ça. Et rediscuter avec eux de cette, en dire, écoute, 8 cathlons en 24 heures, vraiment, je veux bien que les 3, c'est notre faute parce que c'était mal fixé. Les 5 autres qui sont tombés dans le lit, écoute, ceux-là, je te les donne. Alors, du coup, faut qu'on discute. Mais voilà, et c'est vrai qu'ils le demandent souvent quand ils sont douloureux de la drépanocytose. Enfin, quand ils ont une douleur, même parfois peut-être modérée, mais n'empêche que il y a les symptômes de douleur qui est là. Je n'ai pas l'impression qu'on ait des patients simulateurs. Je pense que les patients qui viennent, ils se vivent douloureux, ils sont douloureux. Et ils ne viennent pas en disant que j'ai mal alors qu'ils n'ont pas mal. Et du coup, c'est ça parfois qui est un peu compliqué, en plus avec une présentation qui est parfois difficile à évaluer. Toutes les équipes disent que c'est compliqué d'évaluer nos patients. Enfin, il y en a qui disent qu'il y a très très mal, d'autres qui ne disent pas du tout, tu te fais avoir. Enfin, c'est des débats incessants, enfin, je veux dire, dans toutes les équipes. Parce que c'est vrai qu'ils ont une présentation qui est, qui est parfois difficile effectivement à apprécier et évaluer. Alors, en plus, ils viennent tout le temps. Alors, ceux-là, plus vous venez aux urgences, et moins bien vous serez soigné. C'est triste, mais c'est comme ça. L'empathie diminue. La cécité empathique, ça s'appelle. Oui. Pas avoir que vous ayez mal. Voilà. C'est devenu plus supportable pour le soignant. Il y a aussi une question sur est-ce qu'il y a des essais avec le cannabis thérapeutique? Oui, il y a quelques, je ne sais pas si c'est des essais, mais il y a quelques articles qui rapportent l'utilisation de cannabis dans les crises vaso-occlusives avec une efficacité qui est mitigée. Donc, j'ai pas détaillé les articles, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais ça existe. Après, je ne sais pas si c'est des essais, mais ce n'est pas plus des trucs rétrospectifs sur des patients qui fumaient des joints pendant les crises. Voilà, pour être exact. Nous, j'ai quelques patients qui fument beaucoup de joints, mais parce qu'ils ont des ulcères de jambes. Donc là, c'est plutôt à visée antalgique, entre guillemets, et puis après, malheureusement, avec le temps qui passe et tout ça, mais les primum movins, c'était plutôt la douleur chronique. Voilà. Moi, j'avais une question de Poitiers. J'ai plusieurs patients chez qui les équipes antidouleurs ont proposé des cures de kétamine pour sevrage de tramadol. Et je n'avais jamais entendu parler de ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, c'est plutôt les médecins de la douleur, justement, qui peuvent vous répondre. Salut Justine, qui peut te répondre à ça. Nous, on utilise la kétamine chez les patients quand ils ont des crises vaso-occlusives hyperalgiques, uniquement en réa à Mondor, mais dans les autres hôpitaux, je crois que ça c'est fait parfois aux urgences et en salle. Effectivement, c'est utilisé dans la prise en charge des douleurs chroniques. Nous, on ne le fait pas techniquement chez les drépano, mais après, je laisse les médecins de la douleur vous répondre mieux. Enfin, te répondre mieux. Alors, il n'y a que moi, c'est ça? Bon. La kétamine, moi je serais assez prudente. Effectivement, pendant la crise IV chez les patients hospitalisés, ça peut s'entendre parfois quand les douleurs sont mixtes, mais il n'y a vraiment aucune douleur, biblio vraiment qui peut sous-tendre l'utilisation à tout va de ce genre de choses, et notamment dans le sevrage du topalgique.
Parce que c'était vraiment à froid, hein, bien à distance des crises. Des convocations en hôpital de jour, plusieurs jours de suite, etc. Est-ce que c'est un traitement qui a été proposé justement dans les sevrages des opiacés? Donc, ce n'est pas du tout validé actuellement. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des anesthésistes qui proposent ça en particulier. Justine, bonjour. Bonjour, Aladi. Bonjour. Ma question, est-ce que c'était l'utilisation de la kétamine, est-ce que c'était pas peut-être pour le traitement d'un état dépressif qui peut être associé? Pas à ma connaissance. Après, non, parce que j'avais le médecin de la douleur au téléphone et bon, il prenait en compte le côté psychologique du patient en parallèle, mais c'était pas dit en tant que tel. C'était vraiment pour la baisse d'utilisation du tramadol. Et en l'occurrence, la patiente avait un petit peu temporairement diminué sa consommation pendant quelques mois et puis après, c'était remonté à distance. Mais j'avais été surprise. J'ai eu 2 patients successivement de la même équipe à Niort, en l'occurrence, qui avaient proposé cette prise en charge. Enfin... spécialement le tramadol ou est-ce que les autres opiacés aussi Alors, il y en avait une tramadol et un codéine, en l'occurrence, pour être plus précise. Ouais. Mais celle qui avait pas mal répondu, c'était au tramadol. Moi, ça m'avait un peu fait peur parce que j'avais retenu la relative mauvaise tolérance chez les patients de drépano en crise. Donc, j'avais pas été très enthousiaste. Après, bon, c'est vrai que les patients étaient partis sur ce projet, donc j'avais laissé faire. Mais je voulais avoir votre expérience plus largement, vous qui avez des grosses cohortes. Personnellement, moi, je ne penserais pas utiliser de la kétamine dans le tramadol. J'irais tout simplement vers des traitements de substitution. Après, le problème, c'est que nous, on n'a pas, et c'était une autre remarque, c'est que dans des villes où on a des cohortes plus petites de drépanocytaires, on n'a malheureusement pas l'expertise, votre expertise, avec des addictologues connaissant les drépanocytaires, des médecins de la douleur connaissant les drépanocytaires, etc. Donc, ils plaquent un peu des techniques qu'ils utilisent pour des patients qui ont bien d'autres pathologies. Et c'est quand vous avez tous parlé d'intérêt de programme de TP, etc., ce qui serait super, c'est si vous pouvez effectivement monter des programmes de TP ou des programmes de prévention de l'addiction, etc., qui puissent être communicables aux équipes de spécialistes des plus petites villes. Parce que ça, c'est vrai que c'est un énorme problème. Et je mesure la chance qu'ont mes collègues franciliens de vous avoir. Alors, il y a peut-être dans d'autres grandes villes aussi où il y a du réseau qui est bien monté, mais nous, c'est vrai qu'on se sent parfois un petit peu désemparé parce qu'on sent bien la prise en charge multidisciplinaire qu'il faudrait pour ces patients, mais on n'a pas toujours les interlocuteurs qui connaissent bien ou qui s'y intéressent tout simplement. C'est une bonne suggestion, une fois de plus, Justine, Frédéric, et parce que je crois que effectivement la filière là pourrait peut-être s'impliquer secondairement et davantage dans ces objectifs-là. Ouais. Et j'avais une autre question, si je peux me permettre, c'était sur l'utilisation de la morphine à domicile. Elena, tu avais fait une petite réserve quand tu as parlé. Est-ce que vraiment, jamais vous faites sortir des patients sous morphine à domicile? Alors, en fait, voilà, on communique avec les praticiens de ville, quoi, parce que c'est vrai que ça, c'est un enfer. On n'arrive pas bien à se comprendre avec les généralistes, notamment. Oui, bien sûr. En fait, les choses, elles sont un peu en train d'évoluer. Oui, on les fait sortir sous morphine qu'à domicile, puisqu'on leur met du diurogésique en fin de crise pour ceux qui sont dépendants ou qui ont des douleurs chroniques. Mais donc, effectivement, ils peuvent sortir sous patch de diurogésique. Ça, on le fait depuis quelques années déjà. On essaie d'éviter les interdoses de morphinique rapide parce qu'il va y avoir une consommation, que ça va augmenter, qu'il y a une certaine forme de tolérance si on augmente les doses, ils vont pouvoir augmenter les doses, etc. à cause de la tolérance, pardon. Donc ça, on évite, mais parfois, ce n'est pas possible si on n'adapte pas bien le dosage du diurogésique. Et après, là, ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de mettre en place l'hospitalisation à domicile chez les drépano, ceux-là à domicile, ils vont avoir de la morphine par la bouche rapide, Actiskénan en particulier, pour essayer de diminuer le nombre d'hospitalisations. Donc, effectivement, là, la pratique va changer, mais c'est cadré dans le cadre d'une HAD, etc. On ne fait pas de prescription d'Actiskénan en consulte pour les patients pour traiter les crises. Ça, toujours pas.
Et Léna, est-ce qu'on peut rebondir là-dessus? J'avais une petite question. C'est ce diurogésique, je n'ai pas bien compris. Oui. L'idée, c'est que tu le prescris 1 mois, puis c'est réévalué en consultation. Mais est-ce qu'après, vous pouvez le renouveler? C'était ma question. Non, en fait, on le prescrit si possible pas 1 mois, parce que c'est trop long. On le prescrit jusqu'au prochain rendez-vous du patient qu'on essaye de donner dans les 10 à 15 jours, avec un dosage qui dépend de la dose de morphine qu'il a pris dans les 3 derniers jours, globalement. Voilà. Et si possible, on le revoit dans les 10 jours et soit on lui renouvelle son patch parce que il n'est pas encore arrivé sur le chemin de la dicto, il n'a pas de rendez-vous chez la dictologue et tout ça, on ne va pas lui prescrire la méthadone comme ça, comme vous expliquez, elle a dit. Mais donc sinon, effectivement, on reproduit des prescriptions de diurogésique pendant des semaines et des semaines. Hein. Ce n'est pas satisfaisant, mais en fait, sinon, on va créer un sevrage expérimental, donc ce n'est pas possible en fait. Et d'autant plus qu'on sait quand même qu'il y a un certain nombre de ces patients. Alors là, pour le coup, je parle vraiment des addicts qui justement se font prescrire par leur médecin traitant de la morphine à domicile. On sait très bien que ces patients-là, ils ont à la maison suffisamment de choses, j'allais dire, pour passer le cap, enfin, si tu vois ce que je veux dire. Oui, en plus, c'est les patients qui ont de la codéine souvent, donc qui compensent un peu. Ce n'est pas les mêmes effets, tout ça, mais ils se débrouillent un peu avec ça. On le sait bien, mais on n'a vraiment pas de solution miracle pour le coup. Parce que la méthadone, ce n'est pas une prescription de consul comme ça, comme vous disiez. Oui, bien sûr. Oui. Et ça, vous l'avez évalué déjà un petit peu? Vous avez un petit peu de retour sur, d'évaluation de cette prescription justement de diurogésique? Vous avez je sais pas, un registre, une évaluation, quelque chose? Alors, non, on n'a pas de registre stricto sensu. On a, avec Anoucha, on a quelques dizaines de patients à qui on fait ça parce que c'est toujours les mêmes. Alors, c'est pas hyper satisfaisant non plus parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui enlèvent le patch à la sortie pour plein de raisons. Alors, ceux à quels il y en a quelques-uns qui ont des troubles de la personnalité associés avec une prise en charge qui est compliquée par ça. Donc, ils enlèvent le patch, donc il fait le syndrome de sevrage. Il y en a d'autres qui refusent complètement parce qu'ils comprennent bien que c'est pour traiter la douleur de fin de crise peut-être, mais aussi qu'ils vont en avoir besoin, donc ils sont un peu en opposition. C'est pas... Et de toute façon, ils finissent par revenir aux urgences, en fait. Ils viennent par revenir aux urgences, ils ne viennent pas forcément à la consulte d'après. Ce n'est pas un chemin tout tracé. C'est ce qu'on a imaginé pour limiter la casse, entre guillemets, qu'il y ait moins de souffrance pour les patients, mais ce n'est pas non plus encore l'Eldorado, quoi, en vrai. Il y a une question qu'on n'a pas répondu, qui était dans le chat, et j'en excuse. C'était, il y a une échelle, le SOA2P. Est-ce que ça peut s'utiliser dans l'évaluation de la dépendance dans la drépanocytose? Elle a dit, je te laisse répondre. Qui, a priori, est une échelle qui permet d'évaluer le traitement opioïde chez les patients souffrant de douleurs chroniques avec risque d'abus. Elle a dit, on ne t'entend pas. Ah oui, pardon. Vous m'entendez là? Pardon. Oui. Oui, on t'entend. Moi, je ne connais pas cette échelle, je n'ai jamais utilisé. Celle que j'utilise le plus, c'est plutôt le POMI, parce qu'elle est rapide. Le SOA2P, moi, je ne la connais pas. D'accord. Sachant que je ne viens pas de l'algologie, moi. Donc, c'est pour ça peut-être que je ne la connais pas. Alors, on est très en retard par rapport à l'horaire prévu, mais en même temps, c'était vraiment très riche et donc je pense que tout le monde était très intéressé. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Et après, peut-être qu'on va libérer tout le monde parce que c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup dépassé, mais c'était tellement passionnant, je crois que vraiment, c'était... Bon, on refait ça quand vous voulez. Hein. Riche. Grand succès, effectivement. Il faut qu'on réfléchisse au cadre. Mais ça, c'est une autre discussion. À plus tard. On va peut-être se quitter là. En tout cas, moi, je retiens 2 choses. C'est vraiment... donc, merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. La discussion aussi a été très riche. Je trouve que, effectivement, l'ETP, je pense que on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que je pense que ce serait vraiment très, très bien de pouvoir réfléchir à des programmes communs sur l'addiction, la douleur, qui puissent être d'ailleurs proposés, pourquoi pas, déjà chez des gens jeunes. Et puis aussi, je pense au travail avec les médecins de ville, puisque c'est vrai qu'il y a encore, je pense, la communication qui est un petit peu compliquée, qu'il y a beaucoup de médecins qui vont assez facilement donc prescrire des traitements peut-être
voilà, par excès. Et je pense que là aussi, peut-être qu'il y a quelque chose à créer un pont un petit peu vers la médecine de ville et les prescripteurs auxquels se retournent aussi nos patients. Je ne sais pas si vous voulez un petit mot de conclusion, Elena et Dr Zerdazi. Merci de votre attention. C'est vrai que c'est passionnant, donc on peut refaire l'épisode 2 quand vous voulez. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et il y a une dernière remarque là, sur l'addiction. On disait qu'il faut qu'on travaille la main dans la main avec les médecins de la douleur. Ça, c'est sûr. Il faut absolument qu'on revoie notre façon de gérer la douleur de crise. Parce que je pense que, voilà, encore une fois, tout part aussi de la prescription médicamenteuse. Et voilà. Donc, merci à tous de votre attention, en tout cas, et pour ces discussions. Merci beaucoup pour votre présence et attention. Et c'est sûr qu'il faudra qu'on travaille ensemble avec des spécialistes de divers horizons, en fait. Bon, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci, Sylvain. Oui. Et à bientôt. au revoir. Au revoir. Au revoir.